Bienvenue à tous. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC pousse le président Tshisekedi à décréter l'état de siège dans 2 provinces. Une décision diversement appréciée, mais que les autorités congolaises justifient par la nécessité de rétablir la sécurité et de protéger les civils, premières victimes de l'insécurité. Selon les Nations Unies, les groupes armés ont provoqué la mort de centaines de personnes et 1 million de déplacés en Ituri, une des 2 provinces avec le Nord Kivu concerné par l'état de siège qui suscite toutefois des inquiétudes sur son application. Certaines voix se sont déjà élevées pour demander que les officiers soupçonnés d'exaction ne soient pas impliqués dans les opérations. Par ailleurs, les moyens limités de l'armée, qui fait face à pas moins de 120 groupes armés selon le baromètre sécuritaire du Kivu, risquent de compliquer la tâche. Comment restaurer la sécurité dans l'est de la RDC? Réponse avec nos analystes. Bonsoir à tous. Le Nord Kivu et l'Ituri en état de siège pour 30 jours renouvelables. Le président Tshisekedi a signé 2 ordonnances définissant les contours de cette décision qui donnent des pouvoirs renforcés aux militaires. Objectif, rétablir la sécurité dans ces 2 provinces en proie aux violences. Les explications de Arzuma Compaoré. Le président Félix Tshisekedi a remplacé les autorités civiles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par des militaires. Une mesure prise dans le cadre de l'état de siège qui entre en vigueur jeudi. C'est jeudi que l'état de siège va se déployer. Les autorités policières, militaires et policières qui doivent les diriger, qui auront donc la charge de province dans cette période, ne doivent déroger aux droits et principes fondamentaux ci-après. 1. Le droit à la vie. 2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4. Le principe de la légalité des infractions et des peines. 5. Le droit de la défense et le droit des recours. 6. L'interdiction de l'emprisonnement pour des dettes. 7. La liberté de penser. Les 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, seront dirigées par une administration militaire secondée par la police pendant l'état de siège. Le président Félix Tshisekedi a nommé à la tête du Nord Kivu le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, ancien commandant de la première zone de défense, incluant Kinshasa, et ancien rebelle du RCD. La province de l'Ituri, elle, sera dirigée par le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, issu, lui, d'un autre ancien mouvement rebelle, le MLC, de Jean-Pierre Bemba. Si le gouverneur du Nord Kivu, Karli Kassivita, a remercié le chef de l'État pour sa décision, beaucoup se posent encore des questions. La population sait qu'elle a une armée, des gens qui se sacrifient, mais parmi ces gens-là de l'armée, il y a des affairistes. Des gens qui font du commerce des véhicules, du commerce de l'or, du commerce du bois, du commerce du cacao. Et c'est autant de questions que nous nous posons. Est-ce que le chef de l'État a pu mûrir vraiment cette décision? Au total, 122 groupes armés sont encore actifs dans l'est de la RDC, estime le baromètre sécuritaire du Kivu. Pour Bruno Mouero, étudiant, la décision prise par le chef de l'État est nécessaire. La décision du chef de l'État, quand elle rentre directement dans l'intérêt de la population, et si elle va faire revenir, elle va faire à ce que la sécurité puisse revenir en province du Nord Kivu et en Ituri, et bien sûr partout en RDC, et donc c'est une bonne décision. Les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales sont suspendus et leurs prérogatives transférées aux autorités militaires qui continuent à jouir de leurs avantages sociaux. L'état de siège doit durer 30 jours, mais pourra être prolongé plusieurs fois de 15 jours par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Arzuma. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Goma, nous avons Nikez Kibel-Beloka, auteur et éditeur du journal Les Coulisses. À Bruxelles, Jean-Jacques Wondo, analyste sur les questions sécuritaires.
Et à Vancouver, Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo. Merci à tous d'être avec nous. Alors, je commence avec vous, Nikez, vous qui êtes sur place. On a vu dernièrement beaucoup de manifestations contre l'inaction de la MONUSCO et des FARDC. Et le président semble donc avoir répondu à cette demande en déclarant l'état de siège. Comment est-ce qu'on réagit sur place? Les mesures prises par les chefs de l'État ont été saluées de diverses manières, de façon mitigée, mais de façon générale, il y a une satisfaction dans la plupart des gens parce que le souci de tout le monde, c'est de voir ramener la paix. Si ces mesures peuvent ramener la paix, peuvent mettre fin à l'insécurité, alors tout le monde applaudit de deux mains. Donc la mesure a été bien accueillie. D'accord, réaction mitigée. Jean-Jacques, avec cet état de siège, l'armée va avoir ses pouvoirs renforcés. Et dans un article que vous venez de publier, vous dites que l'armée est plus un problème qu'une solution. Mais il faudra bien que quelqu'un s'occupe de cette question sécuritaire, n'est-ce pas? Qui, mieux que l'armée, peut faire ce travail? Je pense que l'armée a pour mission d'abord d'assurer l'intégrité territoriale d'un pays qui est confronté à un conflit armé. Et en principe, la mission de l'armée ne devrait pas se faire au niveau du territoire intérieur, mais à partir des frontières vers l'extérieur. Mais ici, on est dans la particularité qu'on a affaire à une sorte de guerre qu'on appelle asymétrique avec des groupes qui utilisent de moyens asymétriques. Donc, l'armée est appelée aussi aux côtés des forces de police à rétablir la sécurité et la paix. Mais il s'est fait que la manière dont les choses se présentent pose problème pour nous parce que cette armée qui quelque part est appelée à assurer la sécurité, pose problème lorsqu'on analyse plusieurs rapports ou études qui ont été faites sur cette armée. On constate que l'armée est en partie problème de la solution et que cette armée dont la réforme pose problème, cette armée dont les militaires qui sont au front ont pour la plupart étaient des rebelles dans les mêmes régions. On se demande comment on peut réussir cette mesure si on ne procède pas au préalable à une réforme de l'armée. D'où notre interrogation de se dire que oui, l'état des sièges, c'est bon, mais qu'est-ce qui est fait pour changer la donne? Parce que jusque-là, on n'a nommé que des administrateurs militaires, mais l'opération commence demain. On n'a pas vu de changement en termes opératifs, c'est-à-dire des unités qui sont déployées sur les terrains, qui sont décriées. On n'a pas vu de changement en termes... Alors, on pourra y revenir d'ailleurs en seconde partie sur les solutions. Jason, l'armée congolaise va donc jouer un rôle plus important dans cette région, en état de siège, ou en tout cas ces deux provinces. Êtes-vous soulagé ou inquiet? Bon, je pense qu'il fallait faire quelque chose pour montrer cette détermination. Il y a un nouveau gouvernement, donc il fallait faire quelque chose. Et je pense que comme beaucoup de Congolais, ils sont enthousiasmés par cette nouvelle initiative. Le problème, c'est que cette solution ne répond pas vraiment aux problèmes sur le terrain. L'état de siège suspend l'administration civile et certaines libertés civiles. Alors, le conflit actuel, le moteur de ce conflit n'est ni l'administration civile, ni les libertés civiles. Donc, je pense qu'il y a un vrai danger à ce que l'armée soit détournée de ses objectifs principaux, notamment l'insécurité, parce qu'il devra maintenant s'occuper de toute l'administration. Il y aura des maires de ville issus de l'armée, des gouverneurs, des administrateurs de territoire, tous issus de l'armée, et que les libertés civiles, on a suspendu l'Assemblée provinciale par exemple, on a suspendu le gouverneur, que cela aussi puisse créer des problèmes sans sortir aux problèmes, aux moteurs fondamentaux du conflit. Je note que l'armée dans le passé a conduit des opérations avec succès, notamment contre les 23 en 2012-2013 et contre l'ADF en 2014. Et à cette époque-là, on n'avait pas besoin d'un état de siège pour le faire. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est une vraie volonté de donner les ressources nécessaires à l'armée. Mais je ne sais pas s'il faut suspendre les libertés civiles ni l'administration civile.
D'accord. Et Nikes, pour parler un peu de ces groupes armés qui sont à l'origine de cette décision, qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision. Vous avez beaucoup travaillé sur le groupe ADS, originaire d'Ouganda. Vous êtes notamment l'auteur du livre Le djihad en RDC. Comment s'explique sa montée en puissance ces dernières années? La montée en puissance des ADF-MTM s'explique d'abord par la longueur de la mission. Vous savez, c'est la première fois que les forces armées de la RDC font une mission assez longue. Ça, c'est de un. Les ADF ont pu détecter des failles, notamment dans le renseignement, mais aussi, à cause de la porosité des frontières, les ADF ont pu recruter d'autres membres qui, aujourd'hui, mettent en mal les opérations. Il y a un certain relâchement au niveau des FARDC, mais aussi il y a de nouvelles stratégies de la guerre asymétrique que les ADF-MTM utilisent et qui échappent complètement au commandement FARDC. Mais il faut ajouter aussi cette complicité avec la population, avec une certaine couche de la population civile. Je vais directement à Bruxelles. Jean-Jacques, la décision de mettre des militaires à la tête des provinces qui faisaient face à une instabilité ou stopper une rébellion, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas, en RDC. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre des expériences passées? Des expériences passées, on ne peut pas apprendre grand-chose. Cette décision, effectivement, elle n'est pas une première parce qu'on a connu d'autres situations préalables, notamment sous la Deuxième République à l'époque du Zaïre, en 1977 ou 77, lorsque la région du Katanga, à l'époque, le Chaba, a été envahi par le rebelle du Front national de libération du Congo de Nathaniel Mbumba, soutenu par l'Angola. À l'époque, quand la guerre s'est déclenchée, ce qu'on a appelé Chaba 1 ou Katanga 1, Chaba 2, Mobutu a dû placer à la tête de la province des administrateurs militaires. Et bon, fort heureusement, l'administration militaire a pour mission, comme l'a dit Jason, c'est d'assurer la gestion administrative du territoire. Mais l'administrateur militaire n'a pas pour fonction d'agir sur le plan opératique ou opérationnel des missions. Et plus récemment encore, et plus tard, lorsque l'AFDEL, la rébellion qui a renversé Mobutu, commençait à avancer vers Kinshasa, Mobutu aussi a nommé dans les régions ou dans les provinces qui n'étaient pas encore sous le contrôle rebelle des généraux comme gouverneurs militaires. Mais on a vu que cela n'a pas produit grand-chose, d'autant plus que la rébellion est arrivée jusqu'à Kinshasa. Et plus récemment même, en 2018, en décembre 2018, pendant la période électorale, dans la province de Maïndombe, qui est issue de la province du Bandundu, il y a eu un conflit interethnique entre les Banounous et les Bantende. Et il s'est fait que Kabila, Joseph, qui était président, a dû nommer également un administrateur militaire au nom d'un ancien commandant d'une rébellion du RCD-GOM. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre l'administration militaire et les missions militaires, parce que jusque-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les opérations seront conduites par les mêmes opérations, par les mêmes unités, par les mêmes chefs que ceux qui ont été nommés par M. Tshisekedi en 2019 lorsqu'il a déclaré qu'il lançait l'opération d'envergure pour éradiquer ces groupes armés. Et la question qu'on se pose est quelle sera la valeur ajoutée de cette administration militaire qui, en principe, ne devrait pas agir sur le terrain, mais nous avons plutôt la crainte qu'on arrive à dédoubler les structures de commandement et qu'on sape le principe militaire, tactique militaire qui veut qu'il y ait une unité de terrain, une unité de commandement. Or, ici, on risque d'avoir des commandements éclatés et qui risquent de poser problème si les choses ne sont pas bien articulées sur le terrain, tant au niveau de l'administration des provinces et au niveau militaire des opérations. D'accord. Alors, Jason, comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec autant de groupes armés dans l'Est de la RDC? Le baromètre sécuritaire du Kivu parle de 122 au moins, même si les ADF sont les plus en vue depuis quelques années. C'est une longue histoire. En fait, pendant la transition en 2003 à 2006, il y avait beaucoup moins de groupes armés. On les a intégrés au sein de l'armée nationale, au sein des FARDC.
Et c'est à cause de plusieurs facteurs que, au lieu d'avoir une stabilisation, aujourd'hui on se retrouve avec plus de déplacés à l'intérieur du Congo que jamais. Donc il y a 5,5 millions de déplacés à l'intérieur de la RDC, ce qui est plus que même pendant les grandes guerres du Congo. La raison pour cela, c'est qu'il y avait un échec avec l'intégration de l'armée et la réforme de l'armée dont Jean-Jacques vient de parler. Et en même temps, un échec au niveau de la démobilisation. Donc aujourd'hui, on se trouve avec la plupart de ces groupes armés, ces 120 groupes armés qui sont sur le terrain, sont constitués par des anciens démobilisés et à leur tête souvent avec soit des anciens démobilisés ou des anciens déserteurs de l'armée nationale et sans avoir un État fort, sans avoir une administration forte, il sera difficile de réduire ce nombre. Donc, ce qu'il faut, c'est pas seulement des opérations militaires d'envergure, mais ce qu'il faut, c'est justement une administration forte. Il faut un processus politique. Il faut un programme de démobilisation. D'ailleurs, il y a une ordonnance pour lancer un nouveau programme de démobilisation qui est sur la table du chef de l'État depuis novembre de l'année passée, qui attend son approbation. Donc, on voit qu'il y a une précipitation par rapport aux opérations militaires, mais une lenteur assez grave, je pense, par rapport aux autres approches plutôt politiques, plutôt civiles, plutôt humanitaires aux problèmes sur le terrain. D'accord. Alors, nous avons eu beaucoup de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique, mais je m'en vais lire 3 seulement. On a Martin Bidiboua à Tikapa, en RDC. Il nous dit que la décision prise par le gouvernement ne peut être une chance pour la population de l'Est que si et seulement si les pays voisins adoptent une attitude de solidarité vis-à-vis de la RDC. John Sylvain Wamwamba à Kampala, c'est en Ouganda, il écrit « En plus de la courageuse et bonne décision du président, le départ de la MONUSCO est également l'une des conditions sine qua non pour le retour de la paix dans notre merveilleux pays. » Et puis Junior Mukendi à Kinshasa nous dit que le président Tshisekedi a pris une bonne décision, mais malheureusement, notre armée est infiltrée. Nous allons justement parler de la MONUSCO en seconde partie. Merci de rester avec nous. VOA Afrique, Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations contre les massacres de civils se sont tenues dans plusieurs villes de l'Est de la RDC. L'état de siège annoncé suscite donc beaucoup d'espoir, comme on le voit dans ces réactions recueillies à Beni. Ça fait déjà 7 ans que nous sommes ici avec des militaires qui sont en opération. Mais ils ont bien sûr fait des progrès, mais jusque-là, on n'avait pas encore abouti à des solutions. Mais avec cette installation de l'état de siège, je me demande qu'est-ce qui va changer dans les systèmes, qu'est-ce qui va changer dans ces opérations pour qu'on puisse espérer des résultats plus positifs que ceux qu'on a déjà. Alors c'est là que se situe ma crainte et j'en profite pour émettre des recommandations, demander aux autorités militaires qui seront affectées ici de faire mieux que ceux qui sont déjà ici. Et pour une population longtemps meurtrie comme celle de Beni, les résultats nous enchantent. Ça veut dire que le chef de l'État, étant garant de la nation et père aussi de la nation, il doit tout faire pour essayer un tout petit peu de donner lueur d'espoir à cette population longtemps meurtrie. Et s'il pense que cette formule pourra nous amener à trouver gain de cause, nous sommes là, nous ne pouvons que l'encourager. Plus jamais la petite récréation où vous passez à la radio, vous commencez à dire tout ce que vous voulez. Donc,
l'état de siège, c'est un avis personnel, c'est une sorte de dictature, mais qui est légale, parce que dorénavant, le droit de manifester, les droits les plus sacro-saints de la Constitution seront touchés. Que la dite mesure ne puisse pas au moins bloquer nos droits, que nous ayons les droits à la vie, les droits à la parole, les droits à la liberté d'expression. Nous sommes donc tout à fait d'accord que la décision vienne au moment voulu parce que la recrudescence de l'insécurité passe au plein. Cependant, il se pose quand même quelques inquiétudes liées à des modalités pratiques de cette situation d'état de siège. Notamment la qualité même de l'armée qui pourra gérer la région. C'est-à-dire en militarisant la région, il faudra en tout cas veiller sur la qualité d'hommes militaires qui pourra venir travailler ici. Il faudra exactement des évaluations régulières de ces opérations pour savoir à quel niveau on en est, parce qu'il ne faudra pas quand même que ça puisse traîner pendant longtemps. Voilà, merci beaucoup. Quelques réactions à Beni. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Goma, Nikez Kibel-Beloka, auteur et éditeur du journal Les Coulisses. À Bruxelles, Jean-Jacques Wondo, analyste sur les questions sécuritaires, spécialiste du Congo, et Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo. Alors Nikez, la présence de la MONUSCO est très contestée, comme on l'a vu dans les commentaires Facebook d'ailleurs. Le départ des troupes onusiennes est-il la solution? Il est vrai que les forces des Nations Unies ont montré aussi leurs limites. Mais ce qui est plus important, c'est de renforcer la brigade d'intervention, la FIB, les renforcer en hommes et en logistique, mais aussi dans des relations bilatérales, chercher une force assez robuste comme Artemis à l'époque, qui pourrait appuyer les FARDC. Cette force doit être adaptée au climat, adaptée à la nature même du terrain. Donc, renforcer la MONUSCO à travers la FIB et renforcer aussi les troupes FARDC en logistique surtout, mais chercher une autre force internationale d'un pays qui a l'expérience de ce genre de guerre asymétrique pour appuyer les FARDC et arriver à neutraliser complètement les forces négatives. Alors, Jean-Jacques Wondo, est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin d'une force d'intervention que d'une force, plutôt d'une force d'intervention que d'une force d'interposition, comme c'est le cas avec les casques bleus? Je pense que les deux options sont possibles. Il y a moyen de rééditer ce qui a été fait, par exemple, en 2013, lorsque, au mois de mars, on a mis sur pied la brigade d'intervention, qui est une force d'intervention et dont les résultats ont été très positifs en balayant ou en éliminant la rébellion du M23. Moi, je pense qu'on peut penser à cette type d'opération, tout comme rééditer ce qui a été fait en 2003-2004 avec l'opération Artemis, qui a permis surtout de pacifier aussi la région de l'Ituri. Et ici, même en 2003, après le départ des militaires de l'opération Artemis, il y a eu mise en place des premières brigades de FARDC qui étaient brassées, mais on est retombé dans les mêmes travers, c'est-à-dire que le suivi logistique n'a pas été assuré, l'entretien des militaires n'a pas été bon, et finalement, nous avons été incapables d'appropriation de ces réformes. Et d'où le problème de voir dans quelle mesure on peut renforcer les FARDC, mais tout en l'accompagnant par une mission d'intervention d'une brigade qui vient des pays quand même capables de pouvoir apporter une plus-value tactique sur le terrain. Et Jason, comment est-ce que la MONUSCO et la communauté internationale peuvent répondre aux préoccupations des populations sur place? Bon, je pense que tout d'abord, pour rejoindre ce que Jean-Jacques vient de dire, il est difficile pour la MONUSCO d'agir sans coordination avec les FARDC. D'ailleurs, cette décision d'état de siège n'avait pas été prise en consultation avec la MONUSCO, ils étaient surpris comme les autres. Et donc, il faut une bonne coordination.
Deuxièmement, je pense qu'il sera difficile pour eux peut-être aussi de collaborer avec des personnes. Il y a une politique de diligence qui est requise pour la mission, donc ils ne peuvent pas collaborer avec des unités ou des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des violations des droits de l'homme. Et il y a certains doutes par rapport aux 4 commandants déjà annoncés, Julie Luboya, Constant Ndima, notamment les 2 commandants militaires. Et donc, ça aussi sera un défi pour eux. Mais je pense que l'essentiel, c'est que se rappeler que oui, la mission est là avec des troupes, mais 1/10 des troupes que l'armée congolaise. Donc, il y a 150 000 soldats au sein des FARDC, il y a beaucoup moins soldats. Justement, parlant de la communauté internationale, peut-être rapidement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'oublier, entre guillemets, cette situation explosive dans l'Est de la RDC au profit peut-être d'autres crises comme celle qui sévit dans le Sahel, sans forcément faire de parallélisme? Absolument, non, je pense que c'est oublié et souvent réduit à une analyse simpliste, c'est-à-dire, par exemple, les États-Unis se focalisent sur, soi-disant, une menace terroriste à l'est du Congo. Je pense que les liens entre l'ADF et Daesh existent, mais il y a encore point d'interrogation s'ils sont des liens opérationnels. Et de toutes les façons, je pense que le vrai problème à l'est du Congo, c'est la gouvernance, et c'est l'État. Et donc, il ne faut pas seulement avoir prôné des solutions militaires à ceux qui sont au fond, je pense, des problèmes politiques. Et Jean-Jacques, la coopération régionale est également indispensable, mais comment la RDC peut résoudre ce problème en coopérant avec des pays comme l'Ouganda ou le Rwanda directement? Je pense que la RDC peut agir de 2 manières. D'abord au travers de la coopération bilatérale et aussi au niveau régional. On a vu l'année passée une tentative du président Tshisekedi de pouvoir organiser une conférence internationale qui n'a pas vraiment marché. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Kinshasa essaie de privilégier dans un premier temps ses relations avec le Rwanda, en même temps que le Rwanda est en difficulté au niveau régional avec l'Ouganda et le Burundi. Il est difficile de pouvoir les mettre sur le même pied d'égalité si Kinshasa ne joue pas un rôle de médiateur. Or, souvent, Kinshasa, le président Tshisekedi se présente comme étant un avocat du Rwanda auprès de ces pays. Et ça crispe les relations à ce niveau-là. D'accord. Alors, et pour terminer, dans la manière de pouvoir entrevoir la crise régionale en essayant de parler avec tout le monde et en réactivant aussi l'accord d'Addis Abeba qui exige aussi des obligations aux pays de la région. D'accord. On va terminer rapidement avec Nikez. Alors, on critique beaucoup la MONUSCO, mais qu'en est-il des organisations régionales comme la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs? Il y a déjà des partages de renseignements entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, même le Kenya. Et il faut, dans le cadre de la SADC notamment, renforcer la coopération, mais surtout s'abstenir d'appuyer les groupes armés. Parce que les groupes armés qui sont sur le sol congolais viennent pour la plupart, notamment les FDLR et les ADF-MTM, des pays voisins. Donc si on coordonne le renseignement entre les pays et si chaque pays, chaque État assure la sécurité au niveau de la frontière, les choses peuvent aller dans le bon et la décision du chef de l'État pourrait être une réussite totale et pour la paix dans la République, mais aussi pour son mandat. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités, énormément d'ailleurs, et à vous qui nous avez suivis sur notre site voaafrique.com et à travers nos télépartenaires sur le continent, sans oublier toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.